Bienvenue à ce webinaire qui est le deuxième épisode d'une série qui se terminera le mois prochain. Donc, le premier webinaire a porté sur le rôle de la collectivité, de l'État, des bailleurs dans la gestion urbaine et sociale de proximité. Aujourd'hui, cet épisode est dévolu à la place centrale que joue le coordonnateur JSP. Et en abordant ce métier de coordonnateur, on abordera également la question des outils et des démarches participatives qu'il met en place et qui sont inhérentes finalement à ce métier-là. Et donc pour cela, nous avons en intervenant Gaël Thorax, qui est de la ville de Corbeil, de Bonsoir. Montigny-les-Cormeilles, pardon, et qui va venir nous partager son expérience, nous donner un peu les grandes lignes des missions d'un coordonnateur et aussi nous faire part des différents outils qu'il met en place pour pouvoir dans un premier temps, prendre en compte tous les paramètres des acteurs qui interviennent et aussi prendre en compte l'avis des habitants dans l'amélioration du cadre de vie. On aura également Semir Salkic, qui lui est de la ville de Montbéliard, donc coordonnateur GUSP, qui va lui faire un focus notamment sur le diagnostic jeune, enfin un diagnostic jeune qui a mené à l'installation d'un équipement dans le quartier de la Petite Hollande à Montbéliard. Et enfin, pour montrer la place qu'occupe l'habitant dans cette GUSP, on aura Anne-Véronique Auzet, qui est de la ville de Strasbourg et qui fait partie du Conseil citoyen de enfin, du QPV du Port-du-Rhin et qui va pouvoir aussi nous montrer comment, à travers leur action, ils ont pu soit être invités par la collectivité, soit en même temps aussi interpeller celle-ci pour la mise en place de mobilier urbain ou d'équipements nécessaires pour les habitants sur place. Donc voilà, comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, vous pouvez couper votre vidéo parce que cette vidéo, en fait, cette webinaire sera enregistré. Et puis voilà, on échangera. N'hésitez pas à poser des questions du coup en fin de présentation, enfin du passage des trois intervenants. Donc, pour commencer, je te passe la parole, Gaëlle, pour que tu nous donnes un peu ce panorama de ton métier de chargé de mission GUSP dans la ville de Montigny-les-Cormeilles. Tout à fait. Bah, merci déjà Léonie pour toute la présentation. Donc effectivement, je vais commencer déjà par vous partager mon écran. J'ai fait un petit support. Alors l'idée évidemment, c'est bien sûr que vous pouvez participer, hein. N'hésitez pas à me couper et puis à partager votre vision aussi ou à poser vos questions. Bon, je pense que Léonie, il y aura un petit temps à la fin de chaque présentation pour poser éventuellement des questions si ça peut attendre. Mais si ça peut faire évoluer le débat sur l'instant T, c'est d'autant mieux. Donc déjà, est-ce que ça fonctionne au niveau du partage d'écran? Alors, attends, il faut que j'arrête le mien. Ok. Voilà. Maintenant, Ça tu peux fonctionne. lancer le tien. Tac. Hop. Est-ce que ça fonctionne? Oui, tout à fait. Parfait. Donc, comme l'a abordé Léonie, on va essayer de faire en fait autour de trois petits points sur l'exposé, en tout cas sur le rôle central en fait du coordinateur JUSP. Donc, bien évidemment, première partie, on va aborder un petit peu en fait tout ce qui est ce qu'est déjà un coordinateur GUSP, l'étendue de ses missions. En second plan, on verra aussi les leviers, les outils participatifs sur lesquels s'appuyer. Puis concrètement, je pourrais aussi vous présenter un petit peu du coup les outils que moi j'ai mis en place sur le territoire. Et enfin, on conclura aussi avec des effets, enfin, en abordant un petit peu les effets concrets et visibles qui peuvent s'opérer sur le territoire lorsqu'une GESP est à l'œuvre. Donc juste pour vous recontextualiser un petit peu sur cette slide qui est assez dense pour le départ, c'est juste pour vous recontextualiser entre guillemets sur la ville de Montigny-les-Cormeilles, l'historique autour de la gestion urbaine et sociale de proximité. Donc en 2006-2014, on a eu, vous le savez tous, le lancement des CUCS. Donc nous, ça concernait en fait deux quartiers en fait qui ont été élargis derrière à trois ensembles, avec un programme de rénovation urbaine, donc un ANRU 1 sur le quartier politique de la ville des France.
Donc, s'en est suivi en fait forcément avec l'obligation, dans le cadre de l'ANRU, d'avoir une première convention GUP pour une durée initiale de 4 ans. Ça a permis d'enchaîner derrière avec la nouvelle génération des contrats de ville sur lesquels l'institutionnalisation et l'obligation de créer des conseils citoyens a émergé. Donc, ça a permis de lancer effectivement un conseil citoyen qui a très bien fonctionné sur la ville, avec la signature du coup d'une convention GUSP. Et ce qui a été à l'époque effectivement proposé, c'était de ne plus cantonner la GUSP à uniquement le quartier prioritaire de la politique de la ville, mais à essayer de l'élargir sur l'ensemble des logements, enfin du périmètre des patrimoines de logements sociaux sur la ville. Donc ça a été un pari qui a été pris et qui a pu du coup se vérifier durant toute la génération de contrats de ville. Donc avec une démarche en 3 volets, donc qui s'appuie évidemment bien sûr sur le contrat de ville, avec l'environnement et cadre de vie, le social et du coup l'animation de l'espace public qui en sortent, et enfin le pilier aussi emploi et économie qui était décliné en action de 2018 à 2020. Donc vous le savez tous, ce n'est pas une nouvelle en 2020, je pense qu'on a tous été confrontés à la difficulté de la crise Covid. Pour nous, elle s'est traduite sur le territoire, je pense, comme beaucoup, par en fait une difficulté de mobiliser sur l'espace public. Donc c'est là que le S de la GUSP a pris toute son ampleur sur le territoire, dans le sens où ça a permis de mobiliser beaucoup les habitants et de réanimer l'espace public, parce que c'était en tout cas la priorité de l'époque. Ça a aussi amené pour nous une disparition du conseil citoyen et du coup une fragilisation de nombreuses amicales. Donc la mobilisation également des habitants a été vraiment mise à mal, et depuis c'est quelque chose qu'on a vraiment du mal à relancer, puisqu'on a une perte effectivement de vitesse sur la mobilisation, et on a du mal à réanimer et concerter autour de ces questions-là, hors des réunions publiques avec les habitants, et également des réunions du coup sur site avec les bailleurs et les amicales. Donc s'en est suivi de nombreuses actions de lien social qui ont émergé, donc toujours sur la thématique GUSP. Juste pour en aborder quelques-unes, parce que je crois que ce sera en tout cas l'intérêt du 3e webinaire qui vous sera proposé, autour des actions concrètes qui peuvent se dérouler autour de la gestion urbaine et sociale de proximité. Donc nous, on a eu l'occasion de lancer une ressourcerie éphémère, un café citoyen, un salon du cadre de vie, un concours de balcons et jardins fleuris, et un programme estival d'animation sur l'espace public. Donc beaucoup d'actions qui sont lancées. Et depuis 2023, donc, on a eu également la reconduite, en tout cas la mise en place d'une reconduite de la convention GUSP qui se terminait, qui était calée sur le contrat de ville. Donc on a entamé forcément le travail d'évaluation et de relance de cette convention GUSP qui était signée avec l'ensemble pratiquement des bailleurs sociaux sur le territoire. Et on a également du coup la priorité qui a été affirmée sur la sécurité et la tranquillité résidentielle, ce qui pour nous s'est traduit par une orientation de 50% des crédits TFPB accordés uniquement sur cette thématique-là. Donc voilà, une problématique en tout cas qui a été prise à bras le corps, mais on pourra y revenir plus tard. Voilà un petit peu pour l'historique sur la ville. Alors, pourquoi un coordinateur GUSP sur la ville a été mis en place? Donc, je Je peux voudrais... poser juste Oui. excuse-moi, je peux poser juste une question. C'est quoi les crédits TFPB? Alors du coup, je vous le présenterai juste après. Donc les crédits TFPB, c'est un abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, dont peuvent bénéficier en fait les bailleurs sociaux en périmètre QPV uniquement. Donc ça permet de mettre plusieurs actions en place en fait sur le QPV, tout en ayant un abattement pour les bailleurs. Donc c'est du donnant-donnant, sachant que c'est une non-recette pour la ville et pour l'État, mais en contrepartie d'actions conjointes menées avec ces collectivités territoriales sur le QPV. Voilà, donc j'aurai l'occasion de revenir un petit peu dessus. Merci. Je vous en prie.
Donc, voilà, pour vous dresser un petit peu le portrait, nous, du QPV qu'on a sur la ville de Montigny-Cormeilles. Donc, on a un QPV de 3500 habitants avec un total de 24 400 habitants sur la ville de Montigny-Cormeilles. Donc, ce QPV, effectivement, on a un taux de pauvreté élevé à 33,7%. On a une médiane aussi du revenu par unité de consommation qui est assez faible, hein. Et enfin, comme dans beaucoup de QPV, on a aussi une surreprésentation des familles monoparentales par rapport au reste du territoire qui est vraiment très élevé. Donc sachant que notre périmètre a un petit peu évolué puisqu'il a été agrandi, notamment une copropriété qui a été rentrée récemment dans le nouveau contrat de ville parce que copro très très endetté, donc pour permettre notamment une réduction une réduction un petit peu de la TVA pour aider à faire face à la copro. Enfin, à la copro à faire face, excusez-moi. Donc, pourquoi le coordinateur GUSP? Parce qu'effectivement, des difficultés ont émergé, mais également, du coup, on a en tout cas, un pourcentage de logement social très élevé sur la ville, puisqu'on est à 34,42% de logements sociaux, ce qui est bien au-dessus des 25% imposés par la loi SRU, dont un sixième seulement se situe en QPV. Donc, pourquoi l'élongation du périmètre d'action de la gestion urbaine et sociale de proximité, étant donné qu'on touchait que 1/6 des habitants en QPV, mais que des difficultés aussi étaient, survenaient sur les autres patrimoines de bailleurs sociaux. On a effectivement, en lien avec 6 des 8 bailleurs sociaux partenaires sur la convention GUSP, décidé d'élargir ce périmètre à l'ensemble du patrimoine bailleur. Donc voilà, vous avez un petit peu la répartition des différents bailleurs sur la ville. Donc la particularité également de notre territoire, c'est que l'on a beaucoup de bailleurs sociaux présents. Même sur le QPV de 3500 habitants, on a quand même 5 bailleurs sociaux différents, ce qui fait qu'il y a des petits patrimoines pour les bailleurs sociaux, ce qui forcément amène beaucoup d'interfaces différentes et d'acteurs sur un territoire quand même assez restreint. Donc, le coordinateur GUSP sur la ville, ça permet aussi d'avoir une interface commune, donc une porte d'entrée commune à l'ensemble des acteurs et des partenaires qui agissent sur le territoire, à la fois ceux du droit commun avec effectivement les services de propreté, les syndicats de gestion des ordures ménagères, mais on peut également aller jusqu'aux partenaires et aux différents services de la ville et bien sûr les équipes de proximité des bailleurs sociaux. Donc ça permet d'avoir un guichet unique, ce qui est grandement facilitant pour l'ensemble des acteurs. Donc voilà, je vous le citais juste pour vous donner un petit peu une vision sur la ville de la répartition des différents patrimoines de bailleurs sociaux. Donc pour vous situer, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais le Oui. QPV se situe juste ici. Mais on a aussi d'autres quartiers qui sont sortis de la politique de la ville, mais qui ne sont pas dénués de problématiques, donc notamment sur le secteur de la gare. Et du coup, on a du patrimoine aussi un petit peu éclaté à différents endroits de la ville. D'où l'intérêt, effectivement, de ne pas uniquement se borner au QPV sur la ville. Donc, pourquoi un coordinateur GUSP? Pour coordonner aussi une démarche de gestion urbaine et sociale de proximité qui peut, dans certains cas, s'avérer obligatoire. Donc, je ne parle pas, on en parlait encore hier avec Léonie, je ne parle pas du conventionnement GUSP, de la convention GUSP en forme avec cette convention cadre qui est obligatoire uniquement dans un seul cas, qui est celui d'un projet de renouvellement urbain. Donc, c'est l'ANRU qui dicte ces conditions. Et là, on a une obligation de conventionnement durant, en tout cas, à minima, la phase de travaux dure de l'ANRU et qui a vocation à être perdurée pour, en tout cas, rentabiliser au maximum les investissements faits dans le cadre de cette rénovation urbaine. Donc ça, c'est le seul cas où on a une obligation de conventionner avec une convention GUSP.
Par contre, petite subtilité également, donc je vous l'ai présenté juste avant, suite à une question sur l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui est un dispositif très apprécié de la part des acteurs de la politique de la ville, qui permet effectivement d'avoir un abattement de 30% de cet impôt qui est dû par les bailleurs sociaux. Donc ça permet d'avoir un abattement qui est pour partie pris en charge quand même par l'État pour être reversé aux collectivités. Donc c'est quand même du gagnant-gagnant sur beaucoup d'échelons et qui permet de mettre en œuvre de manière collaborative un programme d'action comportant obligatoirement, lui, des actions de gestion urbaine et sociale de proximité. Donc on a l'obligation de faire un lien et de mettre des actions de gestion urbaine et sociale de proximité quand il y a un abattement TFPB. Pour autant, la convention n'est pas obligatoire. C'est pour ça que ça se concrétise souvent, et je pense que vous connaissez bien l'outil du diagnostic en marchand, qui est souvent effectivement mis en place et explicité dans les conventions d'abattement TFPB uniquement. Donc, pour définir aussi le coordinateur GUSP et ses missions, bien sûr, je vous propose une définition, en tout cas, qui colle à la vision qu'on a sur la ville, parce que la définition même de la gestion urbaine et sociale de proximité, elle n'en a pas forcément, parce que c'est quelque chose, comme vous l'aurez compris, qui n'a pas beaucoup de cadre formel et d'obligations. Donc forcément, elle est soumise à différentes interprétations. Donc en tout cas, nous la définissons comme une démarche qui consiste à coordonner les interventions sur l'espace public et privé des bailleurs et animer le réseau de gestionnaires. Donc comme je vous l'ai décrit juste avant, le réseau de gestionnaires, en fonction des territoires, il peut être très vaste. Donc bien sûr, il y a un travail aussi d'identification qui est très important. Elle a un rôle de proximité de première ligne, vous l'aurez compris. Donc elle relève et fait remonter ses observations à la ville et aux bailleurs pour s'assurer de la résolution des problématiques. Donc je peux en citer certaines, notamment autour de la collecte des ordures ménagères, des encombrants, les stationnements intempestifs, la prévention, la sécurité, l'accessibilité, l'éclairage, propreté. Je m'arrêterai là, je vous laisserai terminer la phrase en lecture sur la slide. Quant à la GUSP, donc j'ai mis en évidence le S parce qu'effectivement, donc en fait, la GUSP a pour volonté en fait de renforcer la dimension sociale abordée à la gestion urbaine de proximité. Donc avec effectivement un accent particulier sur les actions relatives au renforcement du lien social et comme je vous l'ai illustré tout à l'heure, au vivre ensemble et puis à l'animation de l'espace public plus globalement. La GUSP, donc c'est une mission de terrain qui est imprégnée des problématiques de tranquillité et sécurité publique également, qui vise à accorder une place importante à la participation et à l'adhésion des habitants. Donc j'ai essayé de vous expliciter ça sur un schéma un petit peu plus parlant juste après, donc je vous invite également à ne pas hésiter à critiquer ce schéma, puisqu'en tout cas c'est ma vision personnelle sur la gestion urbaine et sociale de proximité, puisque comme j'aime bien la présenter, pour moi la GUSP, il y a deux volets. Donc il y a un premier volet en fait qui est curatif, sur lequel en fait on s'assure qu'une problématique identifiée soit réglée dans des délais correspondant au niveau d'urgence. Donc là, on a vraiment le côté curatif avec une identification d'une problématique, ce qui peut passer par un travail de terrain quand même très accru, avec une veille préventive importante. Du coup, on analyse les causes, donc c'est la phase un petit peu diagnostique, et enfin, on active le réseau d'acteurs, de partenaires pour résoudre au mieux cette problématique. Et c'est à ce moment-là que, si l'on le souhaite, si on a l'énergie, en tout cas tous les outils qui sont mis en place, ça nous permet à terme de basculer sur le volet préventif, et on atterrit du coup de ce fait dans la gestion urbaine et sociale de proximité, puisque l'objectif, c'est de s'assurer que la problématique ne revienne plus. Et c'est là qu'effectivement, on a tout un travail qui s'organise avec les partenaires pour fixer des objectifs et des actions concrètes au bout, donc qui peuvent être sur plusieurs champs.
pour effectivement s'assurer que la problématique ne revienne plus. Donc, on peut travailler sur l'aménagement urbain, on peut travailler conjointement sur des actions de prévention et de sensibilisation auprès des habitants, et enfin, un volet quand même qui est souvent peu abordé, en tout cas souvent peu valorisé, parce qu'on va plutôt l'attribuer à un travail de police qui peut être mené, un travail de répression. Donc oui, la GUSP peut passer aussi en fin de cycle, et c'est très important, par de la répression, avec la mise en place d'amendes, si possible, d'arrêter, si tant est qu'il en soit possible, pour effectivement lever les freins. Et enfin, bien sûr, pour avoir une démarche complète de GUSP, l'évaluation des impacts et la réorientation aux besoins des objectifs. Parce que c'est toujours la clé d'une bonne démarche, c'est de réévaluer sans cesse ces objectifs et d'évaluer bien sûr leur impact sur le territoire. Vous le verrez tout en bas, j'ai essayé de le mettre bien en évidence, mais la clé de la réussite de cette démarche, elle réside dans l'inclusion et dans l'adhésion des habitants sur l'ensemble des étapes. Donc, je crois que mon collègue, en tout cas, pourra justement présenter quelques idées là-dessus sur une seconde partie. Enfin, les deux prochaines parties s'appuieront en tout cas beaucoup plus là-dessus. Mais en tout cas, le recueil de la parole de l'habitant et l'utilisation de son expertise d'usage est vraiment le cœur de la GUSP. Donc, vous l'aurez compris, le coordinateur GUSP, c'est un peu un couteau suisse qui se partage entre travail de terrain très important et quand on passe sur la GUSP, un travail également administratif et de démarche de projet qui est très important et qui peut même aller à la rédaction de courriers et puis l'animation du dispositif de l'abattement TFPB qui est aussi très important et qui, pour qu'il prenne son sens, demande une animation très forte en lien avec les bailleurs sociaux. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez éventuellement des questions sur cette démarche et sur ce schéma. Je suis tout oui. Juste une question, c'est les coordinateurs GUSP, ils sont recrutés par qui? Alors, ça du coup, ça va vraiment en fait, ça dépend vraiment de la volonté initiale qui peut être menée. Donc moi, je peux vous donner l'exemple sur la ville, j'en connais d'autres également, mais souvent c'est des agents ville ou intercommunalité, puisque les démarches GUSP, comme je vous l'ai cité dans l'article juste avant du code des impôts, dans le cadre de l'abattement TFPB, la démarche GUSP, c'est quelque chose qui est natif de la politique de la ville, qui avait vocation à coordonner sur l'ancienne génération des contrats de ville de 2015 jusqu'à 2024, qui avait vocation à coordonner, entre guillemets, les démarches pour améliorer le cadre de vie, le pilier cadre de vie du contrat de ville. Donc, forcément, étant donné que les contrats de ville sont pilotés à l'échelle de l'EPCI, mais également avec une présence et des fois un copilotage très intense de la part des villes, les deux peuvent s'entendre. Donc, c'est en tout cas à voir en fonction des besoins de votre territoire, sachant que nous, on a un exemple assez unique en France sur effectivement en fait un copilotage de cette convention GUSP totale avec les bailleurs sociaux qui finance justement le poste de chargé de mission à hauteur de 80%. Donc, c'est réparti entre les différents, le nombre de logements sur la ville qu'ils ont dans leur patrimoine. Et effectivement, les bailleurs sociaux prennent en charge 80% du salaire du chargé de mission GUSP. Donc, en tout cas, c'est un exemple assez unique qui semble assez compliqué à mettre en place, mais encore une fois, qui peut l'être, la preuve sur notre ville, puisque en tout cas, nous, on s'est heurté de temps en temps à certains freins, notamment de la part de la ORIF sur le cadre réglementaire et puis des bailleurs sociaux également qui peuvent être réticents à cela. Mais on a quand même 6 des 8 bailleurs sociaux sur la ville qui adhèrent totalement à cette idée et du coup qui payent en tout cas 80% et valorisent le salaire de l'agent GUSP. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup, Gaël. Donc, pour peut-être revenir sur cette question de Madame Auzet, voilà.
Les employeurs des coordinateurs GUPS, ça peut être une collectivité, enfin l'intercommunalité ou la commune. Donc, selon en tout cas comment, la répartition des missions entre les deux. Tout à fait. Voilà. Et puis ça Mhm. va dépendre aussi en fait de votre territoire, hein. Ça va dépendre effectivement si vous avez, bah, par exemple, si vous avez sur un EPCI, euh, si vous avez sur un EPCI, sur toute une intercommunalité, vous avez 5 QPV de 500 habitants, c'est plus logique pour vous de prendre et de faire de prendre un poste de chargé de mission GUSP intercommunal qui va agir sur les différents QPV. Si par contre vous avez une ville-centre qui a un gros QPV de 5000 habitants, effectivement, la question de la prise en charge ville est plus intéressante. C'est ça. Et ça peut même être assimilé au cas de Montbéliard où justement il y a une intercommunalité qui a un coordonnateur GSP. En tout cas, la GSP fait partie d'une de ses missions, mais en même temps, dans la ville de Montbéliard en particulier, il y a un coordonnateur GSP qui est Semi Salkic et qui va donc, ça me permet de faire du coup la liaison, prendre la parole tout de suite pour pouvoir ben, justement venir apporter du concret, notamment dans comment est-ce que la prise en compte des habitants peut être mise en œuvre, en tout cas, ou matérialisée dans un diagnostic en marchant, notamment le diagnostic jeune que la ville a porté récemment. Je te laisse Ouais. prendre la parole, Sémir. Tu veux que j'arrête là du coup, Oui, s'il te Léonie? plaît, tu peux Ouais, arrêter, pas de Gaël. Oui. souci. Pas de souci. Merci Gaël. Du coup, comme Eloni disait, moi je suis Semir Salkic, donc je suis coordonnateur GUSP, Peuplement et Logement. Aujourd'hui, nous allons mettre de côté cette partie logement et nous allons nous intéresser surtout à la gestion urbaine sociale de proximité et plus précisément à son rôle dans l'amélioration du cadre de vie des habitants. Pour ma part, je travaille dans une commune de Montbéliard qui compte environ 26 000 habitants et près d'un habitant sur deux réside dans un des trois quartiers prioritaires de la ville. La ville compte également trois bailleurs sociaux. Ces bailleurs sociaux jouent un rôle clé dans la gestion des entretiens du parc immobilier, comme l'évoquait Gaël précédemment. Et dans ce cadre, une convention de la TFPB d'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties est mise en place avec un montant provisionnel d'environ 500 000 euros par an sur l'ensemble des trois bailleurs. Donc, euh, Cet outil financier permet en fait de soutenir des actions concrètes qui visent à améliorer du coup le cadre de vie de ces quartiers. Quoi qu'il en soit, pour répondre aux problématiques du quotidien et améliorer les conditions de vie des habitants, pour ma part, je mets en place différentes actions telles que la veille territoriale. Cette veille territoriale, en fait, elle consiste à parcourir les rues de ces trois QPV pour échanger directement en fait avec les habitants, mais aussi d'identifier rapidement les dysfonctionnements du quotidien. Ça peut être des dépôts sauvages, des véhicules abandonnés, des problèmes d'éclairage public, des dégradations sur l'espace public ou privé, etc. L'objectif, en fait, c'est d'agir rapidement, très vite, en sollicitant le bon interlocuteur. Ça peut être l'habitant lui-même, ça peut être le bailleur social ou privé, les services de la ville ou encore l'agglomération en fonction du problème rencontré. Concrètement, cette veille permet donc une réactivité essentielle dans le cadre de vie des habitants. Une autre action également importante que je mène, c'est les réunions de qualité urbaine. Juste pour précision, la veille territoriale, j'essaie de la faire quotidiennement. En fait, j'essaie de la porter tous les jours en fonction bien sûr de mes disponibilités. Une autre réunion, une autre action importante, c'est les réunions de qualité urbaine que je mène à hauteur de une fois par an, où sont rassemblés donc les services de la ville, le service propreté, la sécurité, le service espace vert, mais également donc du coup les bailleurs sociaux ou privés, ainsi que les services de l'agglomération. Donc, euh,
L'idée est d'échanger, d'identifier, de traiter les problématiques concrètes qu'on a en commun, donc l'entretien des espaces communs, la gestion des déchets, euh, et d'autres interventions éventuellement spécifiques en fonction du besoin du quartier. Donc, et c'est surtout que cette réunion nous permette d'avoir une meilleure coordination en fait entre les acteurs et d'assurer un suivi sur les actions menées. Donc, un autre dispositif qui a été mis en place pour aller encore au plus près des habitants, c'est les permanences dans les trois quartiers prioritaires. Donc, l'objectif est d'être au plus proche des habitants pour recueillir vraiment leur remontée sur les dysfonctionnements, notamment techniques, qu'ils vivent au quotidien. Mais c'est aussi l'occasion d'encourager leur participation en les incitant à faire des propositions afin d'améliorer leur cadre de vie. Donc c'est pareil, donc c'est une action qui est menée une fois par mois dans chaque quartier. Voilà. Et donc c'est également l'occasion de renforcer les liens entre la commune et les habitants, bien sûr. Une autre action fort de participation qu'il avait évoqué aussi Gaël très rapidement, c'est les diagnostics aux marchands ou la balade urbaine en fonction de comment on l'appelle. C'est une balade participative que nous avons nous en tout cas organisée avec les services de la ville, État, l'agglomération, les bailleurs sociaux et bien sûr les habitants eux-mêmes. Donc, l'objectif de cette balade, de ce diagnostic est très simple, c'est de faire un état des lieux du quartier en identifiant ce qui fonctionne bien, mais aussi ce qui peut poser problème. Euh, donc, la question qui peut se poser, c'est comment mobiliser les habitants à ce diagnostic en marchant. Et pour ma part, j'utilise plusieurs stratégies. Tout d'abord, bah, de bouche à oreille qui fonctionne très bien par le biais des associations, mais aussi des réseaux locaux, des habitants eux-mêmes. Et ensuite, les invitations directes lors des permanences que je propose ou lors de la veille territoriale. Ensuite, il y a une autre question qui peut se poser, c'est sur la question des horaires. Et pour ça, on s'adapte aussi pour toucher un plus grand public. Et certains diagnostics ont été organisés en journée, mais d'autres en soirée, notamment dans des quartiers où les problématiques de squat, de nuisances sonores ou des dégradations sont plus marquées en fin de journée. En fait, l'idée, c'est de pouvoir capter ce qui se passe réellement sur le terrain. Un autre enjeu, c'est la diversité des participants qui vient, comment élargir cette participation. Il est vrai qu'en général, euh, lors de ces marches, on retrouve souvent les mêmes profils. Donc, des habitants déjà investis, souvent militants ou membres d'associations. Euh, c'est une bonne chose, mais on souhaite aller au-delà, en fait. C'est pour cela que l'année dernière, par exemple, j'ai fait participer à un architecte euh, pour participer à ces diagnostics-là, pour amener vraiment son coup d'œil d'architecte, de professionnel, ce que nous proposons sur Montbéliard. L'objectif n'est pas de réunir, en tout cas, un très grand nombre de participants, car une forte affluence aurait, pour moi en tout cas, compliqué les échanges. Nous avons limité à un petit groupe d'une vingtaine de personnes, ce qui nous a permis vraiment d'échanger tous ensemble sur ce que nous avons remarqué. Mais aussi pour encourager l'expression libre. J'insiste sur le fait que chacun, bien sûr, peut s'exprimer sans filtre, mais je suis conscient que cela peut être pas évident pour tout le monde, enfin, de s'exprimer librement devant prendre la parole, etc. C'est pour ça qu'on met également à disposition une grille d'observation afin que chacun puisse noter ses remarques.
Donc, et c'est aussi l'occasion pour recueillir un maximum de ressentis. Donc, par la suite, on a réfléchi également de manière à diversifier encore davantage ces diagnostics en marchand. On a voulu entendre une voix qui manquait souvent lors de ces diagnostics, c'est celle des jeunes. C'est pour cela qu'on a organisé en 2023 un diagnostic territorial spécialement dédié aux jeunes. Pourquoi réaliser ce diagnostic? Tout simplement parce que c'est eux qui vivent au quotidien, qui connaissent mieux que quiconque ce qui fonctionne et qui pose problème. Donc, grâce à leur participation, plusieurs initiatives ont vu le jour, donc telles que l'installation de bancs, la création des aires de jeu, d'aires de fitness, euh, donc dans deux des trois quartiers prioritaires. Donc là, on a une photo donc d'une des aires de fitness qui sera inaugurée prochainement, qui est en cours d'être terminé. Donc, ce qui se veut en fait, voilà, dans ce cas-là, c'est que cette aire de jeu, aire de fitness, elle est située entre un centre, euh, un centre social, je dirais, pour les personnes en situation de handicap et un autre pour des personnes âgées. Donc, il se veut d'être intergénérationnel avec un coût pour celui-ci de 280 000 euros. Donc, il y a une partie qui a été prise en compte dans la dotation politique de la ville et une autre partie sur les fonds propres. Euh, donc, c'est une rapide présentation sur cette implantation d'aires de fitness qui est née suite à ces diagnostics. Ça, c'est une première. Une autre qui a été installée en 2024, qui a été inaugurée avec un coût de 161 000 euros, avec des financements dans le cadre de la dotation politique d'Aville à hauteur de 107 000 euros et de 54 000 euros de fonds propres par rapport à cette aire de fitness que vous voyez là, et puis le terrain de foot à côté. Voilà. Euh, Super. voilà. Donc, quoi qu'il en soit, enfin, ces diagnostics jaunes sont une manière concrète d'élargir la participation, mais aussi de montrer que les propositions pouvant être réellement traduites par des actions concrètes. Euh, et donc, je tiens aussi bien sûr à préciser hein, que il y a eu d'autres demandes qu'on n'a pas pu répondre favorablement. Et pour ça, que ce soit nous les techniciens ou les élus qui ont été présents depuis le début à la fin pour ce diagnostic, c'est que qu'on était clair avec les jeunes en disant il y a des choses qu'on pourrait mettre en place, qu'on pourrait faire assez facilement, d'autres qui vont demander des financements tels que ces aires de fitness, qui sont des sommes très importantes. Euh, voilà. Et il y a eu deux autres démos qu'on n'a pas pu répondre favorablement, telles que l'installation d'un terrain de cross, par exemple, au cœur du quartier. Ça, par exemple, on n'a pas pu répondre favorablement. Donc voilà, on a vraiment été clair avec eux et je pense que c'est ça aussi qui a fonctionné. Et d'ailleurs, je tiens aussi à remercier une nouvelle fois hein, Trajectoire Ressources pour le soutien dans la réalisation de ces diagnostics jeunes en 2023, car on avait l'appui à l'époque d'une stagiaire qui a fait le lien pour mener à bien ce projet avec les jeunes. Voilà. En tout cas, pour ma part, je vais m'arrêter là, sans rentrer forcément dans les détails des autres actions, d'autres projets que je porte pour améliorer le cadre de vie des habitants, tels que la sensibilisation à l'environnement, l'embellissement dans les immeubles, la fête des voisins, ou encore la gestion des 200 parcelles des jardins familiaux, etc., etc. Merci beaucoup, Je vous Sémir. remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, Sémir. En tout cas, à travers ton intervention, on voit bien, en tout cas, cette démarche pour impliquer de plus en plus des habitants
dans les diagnostics en marchand et aussi cette volonté d'élargir ou de diversifier les participants à ces diagnostics-là. On a pu voir aussi des retombées comme ces installations qui finalement ont pu se mettre en place après coup. Peut-être que dans la troisième partie, la quatrième partie qui sera dévolue aux échanges, on pourra revenir aussi sur comment finalement c'est mise en place de manière concrète, enfin, comment c'est construite cette démarche du diagnostic avec les jeunes, parce que je suppose que ça a quand même une particularité que si c'était un diag qui était à l'attention d'un public habituel, quoi. Effectivement, Voilà. là, par rapport aux jeunes, c'est vraiment les jeunes qui ont pris la main de ce diagnostic, en fait. C'est eux qui ont tracé le parcours, décidé de où on allait aller, et pendant les déambulations, en fait, ils avaient chacun un rôle. Donc, certains pouvaient prendre des photos, d'autres prendre des notes, en fait. Euh, euh, c'est vraiment, c'est eux qui connaissent le quartier. On a voulu leur donner les clés du quartier. Et ensuite, en fait, suite à chaque déambulation, en fait, après la déambulation, on a organisé des séances de travail. Euh, Ça a été réparti à ce qui a été vu pendant la marche. L'idée, en fait, n'était pas de leur dire quoi faire ou quoi penser, mais de leur donner clairement les clés du quartier. On leur a proposé un outil visuel, un graphique avec plusieurs zones pour classer chaque idée du projet en fonction de deux choses. Euh, ce qui est priorité pour toi, et ce qui peut être euh, ce qu'ils pensent en fait que ça soit facile ou compliqué à mettre en place. Voilà. Ok, ben, Et là merci. encore, c'est vraiment les jeunes qui ont tout fait. Ils allaient chercher en fait la photo prise pendant la marche, ils ont laissé un commentaire associé et en la plaçant dans le graphique proposé propre au point de vue en fait. En tout cas, une démarche de travail finalement qui a aussi pu associer des outils comme de la cartographie pour pouvoir faciliter l'observation et puis le partage d'idées sur d'éventuels changements voulus par les jeunes. Mm. Voilà, merci beaucoup, Sémir. Je vais passer la parole maintenant à Anne-Véronique Auzet, qui est référente du Conseil citoyen du port du Rhône. C'est un QPV qui est situé dans la ville de Strasbourg. Donc, elle va pouvoir nous faire part aussi de son expérience en tant qu'habitante dans la gestion urbaine et sociale de proximité du QPV. Anne-Véronique, ça va? Vous allez pouvoir faire le partage Je regarde. de votre écran. Je pense que ça va aller. Ouais, ça Essayez. devrait aller. C'est bon là? Alors là, pour l'instant, ça commence à se mettre en place, oui. Eh ben super, c'est tout bien. Il faudra juste aller lui Bon, mettre je en vais aller mode sur la première. Je vais diaporama. pas sur la première. Ça, c'est bizarre. Ah, ça y est. OK. Donc, juste une précision. Mon micro est ouvert ou pas là? Oui, il est bien ouvert, on vous entend bien. OK. Donc, je ne suis pas référente du Conseil citoyen, je suis un membre actif du Conseil citoyen. Super. Eh Voilà, il ben, n'y a pas de hiérarchie. autant pour moi. Voilà, pas grave. Donc, en fait, le QPV du Port du Rhin, c'est en fait un petit QPV. Il y en a 23 à Strasbourg. Et c'est un quartier, en fait, portuaire, où a été construit, donc il n'y a pas si longtemps que ça, c'était au début du XXe siècle, un certain nombre de logements sociaux. Et actuellement, c'est un quartier qui est en fait en pleine mutation parce que en fait, toutes les friches industrielles, portuaires, militaires sont en train d'être reconverties en habitation, ce qui est plutôt une bonne chose, mais ce qui fait que la population euh, évolue très très rapidement. On était 1600 au début des années 2000, on est déjà 6500 et à échéance de 2035, bon, ça dépend un peu de la crise de l'immobilier ou pas, on va se retrouver à probablement 30 000, 35 000 habitants. Euh, Juste pour vous montrer la localisation, donc ici vous avez le Rhin et vous avez en fait les bassins portuaires qu'on voit en grisé. Le centre de Strasbourg, le centre historique est là. C'est juste pour vous donner la surface globale du quartier. Là-dessus, le QPV, c'est 12 hectares. C'est beaucoup plus. Je n'ai pas la surface complète de la zone rouge, là, mais ça doit être de l'ordre, je pense, de 400 hectares et la surface d'habitation est faible. Donc, c'est un quartier qui a été construit relativement récemment, tout simplement parce que
jusqu'à la fin du 19e siècle, le Rhin n'était pas canalisé, c'était des zones inondables. Comme c'est une zone portuaire, en fait, et puis proche du Rhin, on a des ponts, on a des voies ferrées, on a des bassins. Résultat, c'est un quartier qui est assez enclavé. Même qui était très enclavé, il l'est beaucoup moins depuis que le tram est arrivé en 2017. Donc l'urbanisation, comme je l'ai dit déjà, c'était assez limité à partir du XXe, et au début essentiellement du logement social. Plus de 80% du QPV, c'est du logement social, avec au départ 400 et quelques logements qui sont maintenant, qui s'appellent la Cité Loucheur, et qui sont gérés par le bailleur de l'Eurométropole, l'UFEA. Et puis, le parc a été complété par plusieurs petits bailleurs sociaux, dont un qui était celui des Forges de Strasbourg, qui était juste à côté. En fait, le quartier il était quand même destiné au départ à héberger en fait des familles d'ouvriers du port, d'ouvriers et d'employés. C'était pas que des ouvriers et des employés du port. Puis ça a évolué en fait. Je dirais que à partir de la fin du XXe siècle, c'est devenu un quartier d'accueil de migrants. Il n'y a pas que des migrants, évidemment, mais il y en a une proportion très, très importante et on a vu passer les différentes vagues de migration. On a vu les gens du voyage qui ont été sédentarisés, puis après, les gens qui sont venus travailler depuis le Maghreb, depuis la Pologne, puis toute l'Europe de l'Est. Puis on a les vagues, les Afghans, etc., les Géorgiens, de nouveau l'Europe de l'Est, etc. C'est souvent, comme c'est des logements qui sont très peu chers actuellement, c'est souvent là que sont mis les personnes qui sont hébergées dans le cadre des dispositifs. Donc, il y a eu un événement majeur, c'était en 2009, le 4 avril, c'est le sommet de l'OTAN, et où le quartier, en fait, a été incendié. Donc, ça a été très, très impressionnant. Et en fait, ça traduisait bien déjà le délaissement du quartier. Et je dirais les jours qui ont suivi l'incendie ont démontré encore plus, s'il le fallait, à quel point nous étions délaissés. J'habite le QPV. Donc, ça a fait un choc, mais ça a été une prise de conscience. Et le projet d'urbanisation jusqu'au Rhin, depuis Strasbourg jusqu'au Rhin, était déjà en cours, mais le temps qu'il arrive dans le quartier, ça devait prendre encore pas mal de temps. Et je pense qu'à partir de là, il y a un certain nombre de choses qui ont changé et on a décidé de mettre aussi le paquet et de commencer à urbaniser aussi à partir du quartier. L'arrivée du tram a bien évidemment facilité les choses. Il a été financé en partie, enfin, si le tram a pu se faire, il n'a pas été complètement financé par l'État, mais c'est parce que, au titre des dommages causés par le sommet de l'OTAN, ou à l'occasion du sommet de l'OTAN, il y a eu quand même 10 millions de mis dans la balance. Le constat actuel, c'est bien que nous soyons 6500, les commerces ne sont toujours pas là, on en a très peu, il n'y a pas de boulangerie, il n'y a pas de restaurant, etc. Alors, le QPV lui-même, donc maintenant le quartier est assez grand avec un tout petit QPV qui est entouré de zones résidentielles qui sont plus mixtes, elles, qui sont pas, c'est pas que il n'y a pas que des gens riches. Dans chaque projet immobilier, il y a une part à peu près un tiers de logements sociaux ou accession sociale à la propriété. Donc les données du QPV, 80, je l'ai déjà dit, environ 700 logements. C'est une des populations les plus pauvres de l'EMS, 50% sous le seuil de pauvreté. Le niveau de vie médian, c'est plus faible encore que ce qu'on a vu avant, c'est 1 098 € par mois, prestations sociales incluses, donc ça fait entre 12 et 13 000 par an. Il y a une part importante de ménages issus des différentes vagues de migration, ça je l'ai dit. Actuellement, la population étrangère, c'est 21%. Et disons que la population d'origine étrangère est plus importante, puisque en fait, on a quand même pas mal de gens, ceux qui venaient du Maghreb, par exemple, leurs enfants sont tous français. On a 37% des ménages sont des familles monoparentales, le taux de chômage est de 30%, 25% des habitants ont moins de 15 ans, un jeune sur 5 n'est ni de 16 à 25 ans n'est ni en formation ni en emploi. Mais l'école ne bénéficie toujours pas des moyens d'éducation prioritaire et jusqu'à récemment, elle était entourée de points de deal. La situation s'arrange un peu parce qu'on a un nouveau directeur de la BAC et de la BST qui a pris les choses en main
et qui a concentré des moyens, qui fait bouger les choses. On va voir après si ça dure, mais c'est le cas. J'ai déjà un peu dit ça, donc je vous laisse le lire. Les principaux points, c'est qu'en fait, avec ces projets immobiliers et le raisonnement sur la base d'îlots, le QPV pouvant en être un, en fait, on ne fait pas quartier. Et donc, il n'y a pas de conscience. Les commerçants, c'est des démarches privées. Il n'y a pas de conscience de la taille et du nombre d'habitants dans ce quartier. Donc, c'est un peu la faute aussi des promoteurs, et y compris de la ville, parce qu'ils tentent à nommer, par exemple, là actuellement, il y a en urbanisation un nouveau secteur qui s'appelle Starlet, sur une berge d'un bassin. Ça fait partie du quartier, mais on ne le dit pas parce que ça vend mieux peut-être, et on parle du quartier Starlet, alors que tout ça, c'est des secteurs du quartier Port-du-Rhin. Le nom du quartier dans le passé, ils ont essayé de l'enlever parce que comme il y avait mauvaise réputation, ou mauvaise presse, ou pas de presse, je ne sais pas, en fait, tout d'un coup, on s'est appelé De Rive, on ne sait pas pourquoi, quoi. Donc, les gens ont fortement réagi par rapport à ça. Et donc, la grande question, c'est, outre le développement des équipements et des commerces, c'est quelle intégration et quels enjeux pour l'ensemble des habitants, pour le vivre ensemble, et celle des services des commerces et de la participation citoyenne. Je n'ai pas dit, mais on a un CC, un centre socioculturel depuis pas très très longtemps. La structure a émergé après le sommet de l'OTAN. Donc ça a été créé en 2011. Il y a un bâtiment maintenant et c'est un rôle très très important en termes d'intégration. Alors, les apports des habitants dans la GUSP, en fait, j'avoue que moi, je ne connaissais pas ce terme. Je connaissais le terme de GUP, ça, j'avais entendu parler avant que le Conseil citoyen existe, il y a pas mal de temps. Mais disons qu'il y a toujours eu une mobilisation d'un groupe d'habitants, je veux dire ça comme ça, pour essayer de faire bouger les choses. Donc, bien avant la loi Lamy et la mise en place des conseils citoyens, en fait, le sommet de l'OTAN et la catastrophe que ça a été pour les habitants du quartier a fait que les gens se sont parlé. Ça a tout d'un coup décloisonné. Les gens sont sortis en dehors de chez eux. Moi, j'ai des souvenirs où on a passé des soirées entières dans les cours à discuter. Et en fait, ça a fait que les gens se sont connus. Donc, il y a par contre eu un certain nombre d'actions qui vont tout à fait dans le sens balade urbaine, de choses que vous avez dites. Donc, sur le partage d'un constat. Et donc, suite aux travaux nombreux et incessants, je donne 2-3 exemples de ce qu'on fait. Donc, maintenant, en fait, pardon, je n'ai pas dit ça, on a un conseil citoyen qui est actif et qui est un des rares conseils citoyens qui a perduré au-delà de la crise Covid. Alors, on s'est beaucoup posé la question de savoir pourquoi c'est comme ça. Puis, on s'est rendu compte qu'en fait, peut-être que l'initiative que nous avions prise d'ouvrir le conseil citoyen en ne le limitant pas au QPV, c'est-à-dire qu'il y a une partie du conseil citoyen qui est le QPV. S'il y a des réunions et des aspects spécifiques QPV, ce sont les membres qui sont en QPV qui vont intervenir. Mais c'est plus un lieu d'échange et on intègre les gens qui ont envie de s'intéresser au quartier, à leur quartier, et pas forcément seulement à leur immeuble, hein, bien évidemment. Alors, je vais présenter deux actions qu'on a menées. On avait en fait un carrefour, pardon. On avait un carrefour. Ici, vous avez une rue en bas. Ça, c'est la rue qui va dans la cité Loucheur. Et la photo, je n'ai pas pris le jour où c'était le pire, parce que je voulais avoir une photo de la place à l'époque, mais ce n'était pas l'objectif de prendre la place. Ça, c'est une photo qui a été prise en 2008, au moment où on voyait ici une déchetterie à ciel ouvert, ici un garage à ciel ouvert, etc. Des ordures un peu partout. Et quand ils ont refait, on a été en travaux au moment du tram avant, ils ont refait tous les réseaux souterrains, et il y en a beaucoup, beaucoup. Donc ça a duré, je pense, 3 ans. Et à la fin des 3 ans, ils nous ont dit, on va refaire la rue. Et là, on a dit, attendez, vous n'allez pas faire
que la rue que vous allez traiter. Faites-nous une place ici, sympa, où les gens puissent se mettre, parce que comme vous voyez au printemps, elle est ensoleillée, etc. Et je dois dire que ça a été la chose la plus simple à obtenir dans tout ce qu'on fait au niveau du Conseil citoyen, toutes les demandes qu'on emporte. Entre le... Oui, c'est ça. De mémoire, je n'ai pas retrouvé les courriers écrits à l'époque, etc. Mais de mémoire, c'était en 2015 qu'on a dit non, mais stop, quand vous refaites la rue, vous faites la place. Et ça a été réalisé en 2020. Donc, alors, il y avait des contraintes budgétaires, ça nous a été dit tout de suite. Donc, c'est une place cheap, vraiment, mais dont la réalisation a été saluée par toutes. Et c'est très respecté, en fait. Ça a été une étude en interne à la ville, enfin, ou à l'Eurométropole, je ne sais plus, par une paysagiste qui était très à l'écoute. Et comme elle est très visible, en fait, elle n'est pas squattée, parce que c'était un peu l'inquiétude, elle n'est pas squattée par les dealers. Alors, il y a d'autres projets bien plus longs. La maison urbaine de santé, on l'avait demandé dès 2009, parce qu'on s'était rendu compte, enfin nous on le savait, mais il y avait une prise de conscience qu'il n'y avait plus de médecine générale dans le quartier. Tous les élus semblaient convaincus. Il y a eu des vicissitudes. Il y a eu encore une étude pilote sur l'évaluation des impacts sur la santé de l'urbanisation en 2017 et qui a mis en évidence, enfin en avant, la nécessité de cette MUS. Il y a eu des équipes municipales variées et à un moment donné, on s'est rendu compte qu'en fait, une élue a, sans nous le dire, retardé le projet parce que le projet était chaque fois sur le point d'aboutir et n'aboutissait pas. Et là, bon, enfin, donc, le projet, cette maison va ouvrir à la fin de l'année. Et donc, en fait, si on regarde 2009-2025, je cite toujours ça comme exemple, en disant, en fait, sur les projets, il ne faut pas lâcher le morceau quand on y tient, mais il faut avoir conscience qu'un projet, c'est souvent 10-15 ans, quoi. Donc voilà, la future maison urbaine de santé, en fait, elle sera dans la cité Loucheur, dans le rez-de-chaussée. Enfin, c'est un magnifique local d'ailleurs, et qui est en cours de rénovation thermique. Alors, un autre projet auquel on tient beaucoup, c'est la maison urbaine de santé, c'était juste pour vous en parler. En fait, depuis que la place de l'hippodrome a été refaite, donc dans le cadre de l'arrivée du tram, le poste autant où tout avait cramé autour de ce qui est devenu cette place. En fait, dès que la place a été faite, tout le monde a dit, enfin, quand je dis tout le monde, c'est-à-dire les habitants en parlaient, il nous faut un marché. Il nous faut un marché là, c'est la place idéale pour le faire. Donc, bien évidemment, il nous faut un marché, ça ne va pas comme ça, puisqu'à l'époque, on était 1500 ou 1600. Donc, au début, on nous a rayonnés car on n'était pas assez nombreux. Et à partir de 2020, la nouvelle municipalité, on était bien plus nombreux, a semblé très ouverte, mais on a été un peu mené en barque parce qu'il y avait chaque fois, moi j'appelle ça des schnapps projets, ça veut dire c'est des idées là qui apparaissent, notamment de faire un marché transfrontalier, c'était une très très bonne idée, mais en fait, il y a eu un conseil municipal commun à la ville de Strasbourg, à la ville de Kiel, qui a acté qu'une étude allait être faite. On n'a jamais vu les résultats de l'étude. Et puis, il y a un nouveau type de marché qui se crée à Strasbourg. Il va y en avoir 3. Il y en a un qui a été inauguré il y a 2 semaines ou 3 semaines, qui sont des marchés de dimension beaucoup plus petite, qui sont des marchés hybrides où il va y avoir en partie de l'animation. C'est-à-dire les associations du quartier sont sollicitées pour faire de l'animation et il y a des commerçants qui viennent, mais il faut trouver les commerçants. Donc là aussi, ça a été... ça ne nécessite pas les mêmes moyens qu'un marché. Et voilà. Donc, par contre, on a dû en faire la promotion nous-mêmes parce que la ville s'est contentée de 3 articles dans le journal et puis d'envoyer un courrier aux commerçants qui sont sur les différents marchés strasbourgeois. Donc voilà, on a réalisé donc un flyer qu'on a diffusé. Et grâce à ça, au début, il y avait que, après les démarches de la ville, il n'y avait que 2 commerçants qui s'étaient positionnés. Et là, on en est à 5 ou 6, dont un maraîcher, parce qu'au début, il n'y avait même pas de maraîcher. Donc ça, finalement, je ne vais peut-être pas en reparler, puisque je l'ai déjà abordé lors de mon texte. J'avais mis ça un peu pour résumer.
Ben, C'est pire. j'ai fini. Eh ben, merci beaucoup pour cet apport super riche. Enfin, en tout cas, ça montre que à force de persévérance, finalement, on parvient à avoir ce qu'on souhaite. Ça montre aussi quand même que entre les demandes et la réponse, il y a quand même, il peut y avoir un temps long à certains moments et que tout ne se fait pas automatiquement. Voilà, qu'il y a il y a le temps administratif aussi à prendre en compte, mais dans tous les cas, on voit bien que vous, à Strasbourg, vous tenez à cœur, en tout cas, votre rôle d'habitant, je dirais même de militant, parce que ça demande quand même beaucoup de courage pour pouvoir interpeller. Et puis, Ouais, c'est nous qui faisons toutes les interpellations. Par exemple, là, on est sur la question des ordures ménagères. Et en fait, on a compris que ce qui coince, c'est entre les bailleurs sociaux et l'Eurométropole, qui gère la collecte. En fait, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord et le temps que les idées émergent, qu'ils trouvent un accord, etc., nous, on vit dans les ordures ménagères et le problème n'est pas réglé. Donc là, on a décidé, bon, on va faire une réunion, on va les mettre autour de la table. Donc il y a des choses qu'on arrive à faire quand même. Ça, je dois quand même avouer on est parfois bien aidé sur certains sujets, on va être bien aidé. On n'a pas de coordinateur GUSP, mais par contre, on a des gens de la ville, des personnes qui sont chargées de mission à la délégation du territoire, qui font ce boulot-là, un peu. Sauf que tout le boulot, par contre, de participation citoyenne, de balade urbaine, etc., ça, c'est vraiment le conseil citoyen qui le fait. hmm, c'est tout à fait louable. Merci beaucoup pour cet apport-là. Il montre finalement la place importante qu'occupent les habitants pour l'amélioration de leurs conditions de vie, quoi. Enfin, c'est vous, vos premiers avocats, quoi, pour Ouais. être le Alors, mieux loti dans le territoire. oui, je vais peut-être rajouter aussi autre chose. C'est que le problème du conseil citoyen, c'est qu'il est bien identifié, mais qu'en même temps, c'est peu de gens. Et bon, on a des réseaux, donc les gens s'adressent à nous, mais quand même, c'est pas satisfaisant parce qu'à un bout d'un moment, voilà, c'est comme dans les associations, hein. Et, et donc, en fait, on a commencé à utiliser l'outil table de quartier Hmm. pour restituer et faire émerger ou faire parler les gens. Et je pense que les prochaines qu'on organise là, le 14 mai, sur une ou l'autre, on va essayer d'utiliser euh, la méthode des porteurs de parole pour Hmm. essayer de. Quand on a organisé les dernières, il y en avait une notamment sur la rénovation thermique de la cité Louchard. En fait, on avait 30 participants et c'était des locataires de la cité Louchard. Donc ça, c'était. Ok, super. Eh bien, merci. Je vais peut-être laisser la place aux participants s'il y a des questions qui vous viennent à l'esprit au vu de toute cette intervention. Est-ce que tout est clair? Antoine, oui, tu veux prendre la parole? Vas-y. Oui, évidemment, je prends la parole s'il n'y a pas de questions dans le chat, hein, évidemment, n'hésitez absolument pas à participer dans le chat si vous ne pouvez pas activer votre micro. Ma question, elle s'adresse un peu aux trois participants, enfin aux trois intervenants. Merci déjà pour vos présentations. J'ai l'avantage de connaître deux des territoires, Valentinier parce qu'on y travaille avec Trajectoire Ressources, mais Port-du-Rhin parce que j'ai fait mes études à Strasbourg et j'avais fait un projet de tutoré justement sur le quartier Port-du-Rhin. Et la question s'adresse quand même aux trois participants, même si Gaël, je connais moins votre territoire. En fait, comment on arrive à concilier dans une démarche de GUSP un peu l'ensemble des enjeux, des problématiques et des besoins des habitants, parce que en fonction du public auquel on s'adresse, on va avoir des enjeux, des besoins qui vont être très différents. Je pense, Sémir, qu'avec des jeunes, les besoins sont différents que si vous le faites avec des personnes âgées. Anne-Véronique, connaissant votre quartier, je sais que par exemple, le pont de l'Europe fait une sacrée frontière quand même. Enfin, l'avenue qui descend du pont de l'Europe fait une sacrée frontière aussi entre deux parties du quartier, parce qu'on a une partie du quartier qui est vraiment très ancien bâti, avec juste en face une place vraiment qui est très belle, des logements qui sont tout neufs, le jardin des deux rives. On a l'impression que c'est deux quartiers dans un seul, alors que pourtant, non, c'est le même quartier. Et donc, je pense que les enjeux sont très différents si on s'intéresse ne serait-ce qu'aux deux parties de ce quartier-là. Voilà, comment on fait aussi bien avant, dans les temps de préparation, parce qu'une démarche de GUSP, elle se fait pas en claquant des doigts. Je pense qu'elle se fait en concertant de nombreux acteurs, des habitants aussi, ou si certains requièrent aussi ce besoin-là. Mais voilà, comment on arrive à concilier un peu tous les besoins et comment on arrive à ne pas suivre qu'un
qu'un seul public, qu'un seul domaine d'enjeu pour vraiment porter des projets au final qui répondent à l'ensemble des besoins du territoire qu'on couvre. Ouais, je peux répondre? Voilà, n'importe qui. Allez-y. Ma batterie est pleine, il faut que je change. Peut-être que si Semi ou Gaël veulent intervenir pendant que Anne-Véronique charge son ordinateur, c'est le moment. Je peux donner en tout cas ma vision aussi sur le. Ouais, il n'y a pas de souci. Bah, c'est bien, je te laisserai rebondir, mais je pense qu'on va aller un petit peu dans le même discours. Bah, ce qui est très important, en tout cas, déjà, merci pour cette question, parce que c'est vraiment l'essentiel de la démarche du GUSP, et en tout cas de sa naissance, dans le sens où, effectivement, bah, le travail de diagnostic est très important. Donc, Semir a pu le développer vraiment avec la partie recueil de la parole des habitants, mais qui n'est qu'une donnée de l'entièreté de la partie diagnostic, parce que la partie diagnostic, et c'est là le rôle du coordinateur GUSP quand il existe également, c'est de faire du travail sur les données froides pour identifier vraiment les axes prégnants sur le quartier, et puis d'allier ça vraiment du coup avec effectivement le côté qualitatif, recueil de la parole d'habitants, éventuellement des questionnaires, des micro-trottoirs, et il y a tout ce travail effectivement de veille territoriale qui est super important, qui permet vraiment d'avoir du qualitatif. Mais la partie données froides, un moment comme l'a fait Anne-Véronique, hein, avec la présentation de l'entièreté des problématiques identifiées sur son territoire, les taux de pauvreté, la question du médical qui est très importante sur le territoire. Bon, voilà, il y a vraiment cette partie données froides qui est partie entière et prenante du diagnostic. Avant de lancer la démarche. Et ça permet effectivement, après, derrière, bah, faut le formaliser. Et c'est là que c'est le plus intéressant, c'est d'avoir une convention GUSP avec des signataires. On fixe nos objectifs et on travaille dessus et on met des actions concrètes au bout. Et puis après, on réoriente si besoin. Mais il faut vraiment avoir un document cadre sur lequel chacun est partie prenante et définir chacun ensemble ses priorités. Merci Gaël. Est-ce que Semi, tu veux prendre la suite pour Non, mais compléter effectivement, ou Gaël, il a c'est... très bien répondu. Donc, effectivement, nous, comme je l'avais un peu évoqué dans la présentation, pour toucher un maximum de personnes, enfin, pour donner la parole à l'ensemble des habitants, que ce soit des jeunes, des moins jeunes. euh, donc, il y a vraiment ce travail donc de la veille territoriale, en fait, où les personnes viendront pas d'eux-mêmes nous rencontrer lors des permanences, par exemple. Mais voilà, mais lorsque je me balade, que ce soit à vélo ou à pied ou en véhicule, donc voilà, ça me permet de m'arrêter et puis d'échanger avec les habitants. Donc voilà, le sujet il est amené de façon différente. Enfin voilà, où on Super. crée vraiment le contact avec la personne et puis où on en vient à échanger sur le quartier, sur leur cadre de vie. Donc voilà, Ok. c'est du travail au quotidien et puis effectivement, donc la veille territoriale est très importante. Donc effectivement, il y a ce côté diagnostic qu'on fait avec l'ensemble des services, mais il y a ce qui se passe concrètement sur le terrain au quotidien, ce qui n'est pas réellement visible, ce qui n'est pas forcément noté sur les plans d'action, sur les bilans, etc. Voilà, qui est Merci. du coup pour moi très important, en tout cas dans le cadre de, de mes missions, en tout cas de la GSP. Merci. Je Anne-Véronique, vais du coup? revenir sur ce que disait Antoine, hein, par rapport au quartier que apparemment vous connaissez bien. En fait, il n'y a pas que l'autoroute qui ne dit pas son nom, l'avenue de l'Europe, celle qui va le plus rapidement possible en Allemagne et rejoint les autoroutes allemandes, qui fracture le quartier en deux. Mais en fait, le quartier est fracturé de partout, hein. Il y a la voie ferrée aussi, voilà, il y a le bassin Vauban, il y a vraiment des fractures, des ruptures de partout. Alors, au début, c'était compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça parce que heureusement, dans les constructions qui ont eu lieu vers le jardin des deux rives, etc., il y a une certaine mixité. C'est-à-dire il y a du logement social, il y a de l'accession sociale à la propriété, puis il y a du standard privé relativement cher, quoi. Et des liens se créent en fait notamment, par exemple, grâce au centre socio-culturel qui fait comment ça s'appelle, c'est centre de loisirs sans hébergement, qui fait des activités, etc. Il y a de la rencontre. Il y a aussi en fait l'absence de commerce. Quelque part, c'est dur à dire. On ne se rencontre pas dans les commerces, mais on se rencontre parce qu'on veut des commerces et qu'il n'y en a pas. Et donc, en fait, c'est un sujet qui vient en conversation.
il y a quelques occasions qui font que les gens se rencontrent. C'est souvent dans, je dirais, c'est souvent dans des luttes. Par exemple, l'année dernière, il y avait eu l'idée de mettre la foire Saint-Jean. Donc, ça, c'est une fête foraine qui dure pendant un mois, par le soir, très bruyante, de mettre ça juste à côté du jardin des Deux Rives, mais ça veut dire à 30 mètres des terrasses des nouveaux habitants. Donc évidemment, on a dit que ça n'allait pas le faire, mais on n'a pas été consulté, on n'avait pas vraiment le choix. Mais on s'est vraiment mobilisé. Du coup, on a fait aussi connaissance à travers ces moments-là. Et si on avait voulu faire ça, on n'aurait pas pu. On a maintenant, en fait, un réseau WhatsApp. Donc, tous les immeubles et les copropriétés qui sont le long du jardin des Deux Rues. Et ça fait quelque part, finalement, ça fait le fait que les habitants se mobilisent, ça fait du lien. C'est Super. c'est Ça me fait penser au thème community mobilizer. Enfin, c'est un Hum, thème qui est utilisé du coup dans les pays anglo-saxons là pour justement parler de comment est-ce qu'on s'organise en communauté pour hum. pouvoir justement porter nos préoccupations en une seule voix, quoi. Donc c'est super bien organisé en tout cas de votre côté là-bas. Il y a une question dans le chat d'Émilie Sora qui veut avoir plus de détails sur la méthode des porteurs de parole que vous avez évoquée Anne-Véronique tout à l'heure. Les porteurs de parole, Alors, c'est quoi? je veux bien. Alors, moi, je vais me former à cette méthode. Je l'ai vu utiliser, mais je n'ai pas la théorie dessus. Mais normalement, j'avais une réunion hier soir dans un autre CRAV, parce qu'on a un travail sur l'alimentation et on a mis en place un groupement d'achat via l'association VRAC. Euh, et en fait, bon, ça consiste à, par exemple, lancer une question et les gens vont répondre. Il y a un endroit où on met des post-it et les gens vont mettre leurs idées, etc., sous forme de post-it. Ce qui permet, il faut qu'il y ait un animateur, ce qui permet à l'animateur de, de relancer. Et d'après ce que ceux qui l'ont pratiqué m'ont dit que c'était assez super comme méthode parce qu'en fait, en l'espace de très peu de temps, on peut avoir je ne veux pas dire un discours, mais c'est quelque chose de construit à partir de la parole des habitants. Je l'avais vu utiliser, en fait, c'est des méthodes de l'éducation populaire. Je l'avais vu utiliser dans le cadre du projet social, du centre socioculturel. La directrice de l'époque avait mis ça en place, sur la place, hein, et ça avait assez bien fonctionné. Et l'autre méthode que j'ai vu fonctionner, que les jeunes du secteur jeune du centre socioculturel utilisent assez bien, c'est le débat mouvant. Ça, c'est aussi une technique de l'éducation populaire qui, en assez peu de temps, permet que les gens s'expriment, ils disent je suis d'accord, je suis pas d'accord. J'essaye de te convaincre pour que tu viennes de mon côté, parce qu'en fait, le débat mouvant, c'est on lance une question. Il y a ceux qui disent, je sais pas, oui ou non, enfin, deux réponses qui sont de chacun, et chacun va essayer de faire bouger les autres. Et Ok, c'est assez. ouais. Merci beaucoup. Est-ce qu'on aura accès aux présentations parce que moi, j'aurais bien voulu montrer les présentations sur la bus. Je voudrais bien en parler justement avec le Conseil citoyen et puis aussi avec les chargés de mission du territoire. Ok. Mm. Ok, eh ben merci beaucoup Anne-Véronique. On a d'autres questions qui arrivent dans le chat. Alors la deuxième, c'est Caroline Musquet qui dit qu'il y a des habitants en QPV qui réclament plus de mixité dans leur quartier. Est-ce que certains d'entre vous sont parvenus à attirer d'autres publics en QPV? Je sais pas, Gaël, Sémi, est-ce que... En tout cas, nous, pour ma part, donc pour la partie, je dirais, logement que j'ai, le peuplement logement, donc une autre casquette, donc c'est de participer en commission d'attribution de logement. Et en effet, c'est très important pour nous de créer cette mixité. Donc, que ça soit attirer des personnes en QPV, ou de donner la chance aux personnes qui souhaitent aussi quitter le QPV d'aller par exemple en centre-ville. Donc effectivement, on est sensible à ça, à ces demandes-là, de vraiment prendre en compte la demande de la personne. Donc si elle souhaite partir du QPV, voilà, on s'y tient en fait à ce que ça se fasse. Et dans le sens inverse également, en tout cas, pour nous, pour notre part, on n'a pas cette problématique d'attirer des personnes en QPV parce qu'on se rend compte que des personnes, ils souhaitent y rester
parce qu'ils sont bien, même si effectivement de temps en temps ils ont des critiques sur le quartier, etc. Mais ils s'y plaisent parce qu'ils ont réellement tout à proximité. Voilà. Ils ont des commerces, ils ont des médecins, etc. Donc, on n'a pas cette problématique, en fait, de créer cette mixité, nous, en tout cas, dans nos QPV actuellement. Mais du coup, je peux reformuler s'il y avait comment, des demandes d'habitants. Imaginons qu'il y ait des demandes d'habitants actuellement de vouloir plus de mixité. Quelle méthode Alors, pourriez-vous mettre en pratique pour faire venir d'autres nous, la ville, profils? en fait, on a la gestion en flux où on est, entre guillemets, réservataire chez un bailleur de 6 logements. Où donc, où on doit être fort de proposition, par exemple. Donc voilà, si moi je souhaite au niveau de la ville à ce qu'il y ait un tel habitant qui aille dans un tel logement, le bailleur ne peut pas, entre guillemets, refuser. Voilà, il y a vraiment une commotion qui a été faite dans ce sens-là où on a ces 6 logements par an actuellement, donc pour faire, voilà, même si le bailleur il dit, ah bah non, moi je veux, enfin, on peut imaginer, hein, qu'il veut pas une telle personne dans son patrimoine, bah, du coup, nous, on a cette possibilité-là de, Ok, de faire accepter en tout cas Ouais, notre demande. Voilà. ok, Et ouais. c'est tout le Nous, on travail avait, effectivement qui est fait au quotidien avec les bailleurs pour suivre les demandes de logement, etc. super. on avait dès 2009 en fait, mais je pense que c'est en 2015 ou 2016 qu'il y a eu une étude de fait. En fait, on voulait faire venir des étudiants. Parce qu'en fait, comme c'est des logements pour des gens qui sont pauvres, hein, je veux dire, c'est vraiment des logements HLM les moins chers de Strasbourg. Mais l'université, le campus, c'est à 10 minutes à vélo et à 20 minutes à pied, quoi. Et un bus. Donc, on avait cette idée-là de faire venir des étudiants parce que les étudiants, bah, ça permet une certaine mixité culturelle. Ça pourrait aussi, il y a une association qui fait des colloques à projet solidaire, donc ça peut permettre d'accompagner des enfants, par exemple, dans leur scolarité ou dans des activités culturelles, toutes sortes de choses, quoi. Et en fait, la ville ne s'est pas saisie de ça. Le bailleur social était assez partant. Mais là, il y a eu des freins ça n'est pas la municipalité actuelle, c'est la municipalité précédente. Et là, je trouve que ce qu'ils font, euh, comme il y a différents, comme j'ai dit, îlots, c'est-à-dire il y a différents projets immobiliers. En fait, il y en a un qui va être dédié aux étudiants, mais on va concentrer les étudiants. Alors que Hmm. l'idée, c'était de les faire venir dans le quartier historique. Pas forcément beaucoup, 5, 6 logements ou, ou même un grand logement de colocation étudiante, par exemple, ça aurait été déjà Hmm. un plus. Quoi. Ok, ouais, super. Mais on n'a pas réussi. Alors, Gaël? ouais, je me permets du coup de prendre bah, je pense que je vais répondre du coup aux deux questions qui ont été posées parce que c'était sur ma présentation, la seconde également. Alors, sur l'attrait, effectivement, pour attirer d'autres publics en QPV, bah, je pense que c'est essentiel, mais ça passe aussi par de l'animation de l'espace public avec des temps forts, parce que c'est là qu'on va pouvoir faire déplacer les gens pour faire connaître le quartier et démystifier aussi à certains endroits. Mais ça va passer bien évidemment par du gros œuvre. C'est-à-dire que quand on a des quartiers, et Sémir et Anne-Véronique pourront confirmer, quand on a des quartiers QPV qui sont grand majoritairement bloqués et renfermés sur eux-mêmes par des axes de communication, par une densité urbaine assez forte, etc. Il faut obligatoirement faire du gros œuvre et travailler sur la vision urbaine du quartier pour pouvoir permettre justement d'ouvrir ce quartier aux autres et en même temps que l'on fait ça, et d'ailleurs c'est un peu la volonté des changements qu'il y a eu entre les programmes en rue 1 et en rue 2, c'est également ouvrir ces quartiers en proposant justement du service au sein de ces quartiers. Donc ça passe par effectivement l'offre de services. Nous par exemple, on a un bon exemple également, c'est que historiquement notre
notre ville avait son hôtel de ville du coup sur la partie haute et historique de la vieille ville. Comme effectivement on a une grosse densité urbaine plutôt sur le sud de la ville, au sud d'un gros axe départemental où se trouve le QPV, eh bien le centre du coup l'hôtel de ville, le centre administratif a été installé et délocalisé à cet endroit-là. Donc c'est essayer aussi de remettre du service là où effectivement se sclérosent les difficultés pour faire rentrer les gens. Parce que l'occupation, l'animation de l'espace public et la vie permet effectivement de diminuer les difficultés, les points de deal, le trafic de stupéfiants et effectivement les problématiques diverses. Donc ça me permet d'enchaîner sur effectivement la répression dans la GUSP avec des actions coercitives. C'est vraiment un axe qui est très important. Donc effectivement, et comme alors j'ai pas forcément le temps de l'évoquer, mais ce qui est très important pour le coordinateur GUSP, c'est de mobiliser le droit commun. Et dans ce droit commun, on peut évoquer notamment dans la question de la répression et de la tranquillité résidentielle, les actions conjointes avec les forces de police qui peuvent se formaliser avec les CLSPD, avec les groupes opérationnels. Et ça, c'est des temps très importants sur lesquels on peut mettre en place des choses formelles du type, nous, par exemple, sur la ville, chaque bailleur social signe chaque année une réquisition permanente qui permet aux forces de police municipales de pouvoir rentrer chez les bailleurs sociaux dans les espaces collectifs. Donc ça, c'est une première action qui peut être bonne, surtout quand il y a effectivement des occupations d'immeubles. Et c'est pas grand-chose à mettre en place. C'est juste une réquisition assignée de manière annuelle. Donc après, voilà, le bailleur doit fournir effectivement les contrôles d'accès aux forces de police. Donc en soi, c'est pas grand-chose niveau administratif et ça peut se faire très rapidement, mais ça permet vraiment d'avoir un soutien et puis d'entrer dans les quartiers les plus sensibles. Donc nous, on a pu mettre en place également du coup des arrêtés de regroupement. Donc ça, c'est des arrêtés qui peuvent être pris par la ville, qui permet effectivement de lutter contre les regroupements de plus de 3 personnes à certains endroits spécifiques. Donc ça permet directement de lutter contre le trafic de stupéfiants. Donc toujours en termes d'action, hein, j'en donne 2-3 pour donner des idées. Nous, on a mis en place également de la vidéosurveillance et de la vidéoverbalisation donc qui se met en place sur les actions effectivement répressives, mais également sur tout ce qui est dépôt sauvage. Donc il y a une amende forfaitaire de 135 € quand la personne qui fait un dépôt est identifiée, qui arrive chez lui. Donc ça, déjà, ça évite effectivement les dépôts sauvages qui arrivent très régulièrement. On a eu aussi une action du coup qui a été menée sur tout ce qui était déjection canine. Donc pareil, on a inclus ça également dans la vidéoverbalisation avec une amende forfaitaire mise en place sur le territoire. Mais à côté de ça, effectivement, avec les actions coercitives de répression, il y a tout le volet sensibilisation qui doit être fait au préalable pour que l'habitant ne puisse pas dire j'ai pas été prévenu, je ne savais pas que c'était mis en place, etc. Donc ça, c'est très important pour l'inclusion et pour le travail de sensibilisation. Et puis, le cas échéant, des travaux d'aménagement. Donc, par exemple, sur les déjections canines, ça s'est présenté comme la mise en place d'endroits où il y a des distributeurs de sacs. Voilà. Donc là, comme ça, on a vraiment tout le découpage. Et derrière, on ne peut pas avoir un habitant qui dit je n'adhère pas, je n'étais pas prévenu. Il y a ça et ça qui ont été mis en place. Super, Voilà. merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, toutes ces informations, tous ces partages très riches et inspirants. On va clore ce webinaire, à moins qu'il y ait une autre question. Non, c'est Caroline qui remercie, qui vous remercie pour vos réponses. Donc voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Je vous remercie beaucoup, Anne-Véronique, Sémé, Gaël, pour vos apports. J'espère vous retrouver prochainement, pourquoi pas autour d'un autre Merci. webinaire.